Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de l'actualité sociale, politique et économique en Charente-Maritime, le MAG. Je suis accompagné comme d'habitude par Yannick. Yannick Bonjour. Picard, bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon, on va parler énergie aujourd'hui et je sais que c'est dans la tête de tous les Français et notamment des Charentais-Maritimes avec notre invité Hervé Huot. Merci, Monsieur Huot. Bonjour. Bonjour à toutes merci et à tous et merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hervé Huot, je le disais, je le disais pas d'ailleurs, vous êtes le directeur territorial Enedis de Charente-Maritime, donc vous êtes au cœur des débats et dans toutes les pensées des Français et des Charentais-Maritimes. Mais avant de parler de la maison Enedis, et puis d'essayer de la connaître un peu mieux, parce que c'est vrai qu'on ne vous connaît pas forcément. On connaît EDF, on connaît RTE, on en connaît d'autres fournisseurs aussi, mais aussi de distributeurs, mais pas forcément Enedis. On va s'arrêter un petit peu sur vous, parce qu'on voudrait quand même vous connaître un peu mieux. Vous avez plusieurs casquettes, Monsieur Huot. Vous êtes président du CIPECMA, centre de formation à La Rochelle. Vous êtes référent formation à la CCI de Charente-Maritime. Et puis, vous êtes administrateur de Excelia. Donc, j'imagine que vos journées doivent être bien remplies. Donc, c'est pour ça, merci encore d'être là ce matin. Quel est votre parcours, monsieur Huot ? Comment on arrive à être directeur d'Enedis en Charente-Maritime ? Bien, j'ai commencé ma vie de l'autre côté de la France, puisque je suis vosgien d'origine. J'ai commencé ma vie professionnelle dans une ville qui vend de l'eau minérale, à Vittel. Et puis ensuite, je suis rentré à l'époque à EDF. Je me suis occupé de relations extérieures. Puis, alors là, j'étais à Montbéliard. Ensuite, je suis parti à Angers, jolie ville, la douceur angevine, où j'ai fait des relations extérieures et du travail sur la concession avec les collectivités territoriales. Ensuite, je suis parti à Metz. Je suis reparti dans l'Est pour faire des ressources humaines. Et puis encore un petit peu plus dans l'Est, à Thionville, pour m'occuper de services clientèle. Et puis, désormais, je suis à La Rochelle, directeur territorial, c'est-à-dire en charge beaucoup dans mes journées des relations avec les collectivités territoriales. Vous avez passé une grande partie de votre carrière dans l'Est de la France. La Rochelle, c'est votre bâton de maréchal ? Bon, je ne sais pas si c'est un bâton de maréchal. Il y a pire quand même comme endroit pour exercer. En tout cas, j'allais vous dire précisément que c'est une ville magnifique, c'est un département magnifique et la perspective de poursuivre ma vie ici est plutôt agréable. Bien engagé. Absolument. Depuis combien de temps vous êtes à la tête d'Enedis en Charente-Maritime ? Ça fait 10 ans. Et puis, vous avez parlé de votre parcours, vous êtes rentré dans l'Est, mais votre cursus avant, c'est quoi ? J'ai fait des études de commerce et j'ai fait l'Institut des collectivités territoriales. Donc rien à voir avec l'électricité, en fait, au départ. Tout à voir avec l'électricité et tout à voir avec Enedis. Oui. Puisque je suis un homme en quelque sorte qui, depuis sa formation jusqu'à maintenant, est dans le service public. Alors le service public, il peut prendre différents aspects. Dans une mairie, c'est le développement au service de la collectivité, c'est le social, c'est la culture, et puis progressivement, je vais dans un grand service public français qui a la responsabilité de l'alimentation en électricité de 95% du territoire. Voilà, le fil conducteur, c'est peut-être ça, c'est peut-être le service public. Fil conducteur, la transition est tout à fait bonne. Tout à fait. Bon, on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure. C'est vrai qu'avec les annonces d'Elisabeth Borne, on ne sait pas quand on va partir à la retraite. Quand même, ça s'approche un petit peu. Est-ce que vous avez pensé à une seconde vie, vous, déjà, ou pas du tout ? Ma vie présente est déjà bien chargée, donc ouais. Justement, la coupure, vous allez... Non, pourquoi ? Non, comme ça, simplement, avec tout le bagage que vous avez, tout ce cursus, toute cette vie pleinement, enfin, richement remplie, quoi. Vous savez, vous pourriez peut-être la mettre au service d'autres collectivités, je ne sais pas, sous d'autres formes. Collectivité, j'en sais rien. En tout cas, vie associative, sans doute. Il y a plein de choses à faire. Vous évoquez mes différents mandats. Il y en a qui sont liés à ma carrière professionnelle. Je ne peux pas être élu de la Chambre si je ne suis pas en activité. Pour autant...
les autres activités qui sont, vous l'avez observé, plutôt autour de la formation. Ça, je peux très bien continuer. Vous pourrez continuer. Ouais. D'accord. Avant de parler donc d'Enedis et de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait un petit peu que vous nous éclairiez, parce que c'est vrai qu'on confond souvent EDF, Enedis, RTE. C'est quoi la différence entre ces trois énormes entités ? Bien, alors, le marché de l'électricité ou le système électrique français fait appel finalement à 4 pôles ou à 4 métiers. Bien. Ces 4 pôles, d'ailleurs, qui, jusqu'à la fin des années 90, étaient rassemblés au sein d'une entreprise qui s'appelait EDF. Alors, EDF existe toujours, mais avec l'ouverture des marchés, les choses ont un petit peu évolué. Donc, il y a 4 pôles. Il y a un pôle de production d'électricité, avec, évidemment, un producteur majoritaire qui est EDF en France, mais tout le monde peut produire de l'électricité. Hors antenne, tout à l'heure, vos collègues évoquaient les éoliennes, mais il y a aussi les quelques mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un particulier. Donc tout le monde peut produire de l'électricité en France. Et ce premier pôle est ce qu'on appelle un pôle dans la concurrence, donc, parce que chacun peut produire de l'électricité. Bon, à l'exception, certes, du nucléaire, il n'y a qu'EDF qui peut produire du nucléaire, mais en dehors de ça, tout le monde peut produire de l'électricité. Cette concurrence, elle est ouverte depuis combien d'années ? Depuis le début des années 2000, et progressivement en fonction des segments de clientèle. À l'autre bout du système, il y a ce qu'on appelle les fournisseurs, et là, en France, aujourd'hui, il y a une 60aine de fournisseurs, c'est-à-dire des gens, producteurs ou pas, il n'est pas nécessaire d'être producteur pour pouvoir fournir de l'électricité, mais qui vendent de l'électricité, souvent avec des services, à l'ensemble des Français. Et vous-même... Ça, c'est le genre de coup de fil qu'on reçoit régulièrement quand on est démarché Oui, alors ça peut être le cas, mais vous-même, vous pouvez, à un moment donné, vouloir changer de fournisseur, et vous en avez... En gros, 60 à votre disposition. Pour les téléspectateurs, on peut indiquer que la liste complète de ces fournisseurs figure sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. Donc tout ça, c'est encadré, hein ? Tout ça, c'est encadré. Pour autant, c'est en concurrence. D'accord. Et alors, d'une façon un peu schématique, avec un peu d'humour, entre les producteurs, les fournisseurs et les clients, on imagine mal que chacun construise son propre réseau. Bon, c'est un peu idiot à dire comme ça devant une caméra ou un micro, mais ça exprime bien l'idée que pour réunir les clients, les fournisseurs et les producteurs, il faut un réseau, et que ce réseau-là, il est, si je prends les termes français, en situation de monopole, si je prends les termes européens, en système régulé. Bien. Il y a 2 gestionnaires de réseaux majoritaires en France. Il y a RTE, qui gère les autoroutes de l'électricité, c'est-à-dire les énormes lignes. Les lignes haute tension, les c'est lignes ça ? très haute tension. Très haute tension. C'est les pylônes que l'on voit 400 un 000, petit peu dans la 400 campagne 000 qui véhiculent. Alors certains, oui, les plus gros, ceux que vous voyez par exemple près de Beaulieu, ou ceux que vous voyez sur la route qui nous emmène sur l'île d'Oléron par exemple, ça, ce sont des pylônes RTE qui assurent la gestion du réseau de transport, c'est-à-dire les autoroutes de l'électricité à une tension de 400 000 volts jusqu'à 63 000 volts. Bien. Et qui assure, on l'évoquera sans doute tout à l'heure, une fonction essentielle en France qui est l'équilibre entre ce qui entre sur le réseau et ce qui est consommé à l'autre bout du réseau. Et l'actualité nous montre que c'est une fonction tout à fait essentielle. Et puis, Enedis, le distributeur, qui prend l'électricité en quelque sorte à la sortie des installations du transport et qui va irriguer l'ensemble des communes jusqu'aux particuliers, jusqu'aux entreprises. Aussi, et oui. donc, je suis le représentant de cette fonction-là dans le département. Alors, juste pour que ça soit bien clair pour les gens, RTE, c'est les autoroutes, voilà, pour faire une comparaison. Et vous, en fait, sans être péjoratif, ce sont les réseaux secondaires, national, départemental et chemins vicinaux, on va dire. C'est tout à fait ça. C'est Bon, tout à fait ça. Et en Charente-Maritime, et peut-être dans d'autres départements, on parle beaucoup dans les collectivités du SDER, du syndicat d'électrification et d'équipement rural. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Oui, bien sûr.
En France, la gestion de l'électricité est sous la forme d'une délégation de service public. Alors, en clair, ça veut dire que les collectivités sont propriétaires des réseaux et confient, en l'espèce à Enedis en Charente-Maritime, la gestion à ses risques et périls du dit réseau. Bien. Le SDER, dans cette affaire-là, est le représentant de l'ensemble des communes du département. Toutes les communes du département, 462 communes, sont adhérentes du SDER, et c'est le SDER qui représente l'ensemble des communes et qui donc a signé le contrat de concession en 2020 avec Enedis. Et en parallèle, le SDER investit aussi dans certaines conditions sur le réseau de distribution d'électricité, et le SDER a aussi d'autres compétences autour de l'éclairage public ou du développement. Oui, on les voit beaucoup investir dans les petites communes, justement, pour le changement des candélabres. Hein. Ils prennent en charge une partie du changement. C'est vrai, c'est les opérations sur les petites communes rurales qui coûtent très très cher. Oui, alors je vais m'arrêter là de parler du SDER, parce que je ne suis pas chargé de parler. En tout cas, j'en ai pas ni l'habilitation ni l'autorité. Mais d'une façon structurelle, le SDER est le représentant en face d'Enedis, c'est le propriétaire au nom de toutes les communes du département des réseaux. Alors revenons à Enedis en Charente-Maritime. Combien de collaborateurs vous avez ? Alors, nous sommes organisés, Enedis est organisé en direction régionale. La direction régionale qui nous occupe, c'est la direction régionale Poitou-Charentes, et qui ensuite a des représentations départementales. Pourquoi je fais ce petit détour ? Parce que, pour répondre à votre question, il y a en gros 350 collaborateurs d'Enedis en Charente-Maritime. Mais comme nous travaillons au sein d'une direction régionale, il peut y avoir des services qui travaillent pour le compte du département. C'est par exemple l'agence de conduite régionale qui est installée à Poitiers. Et à l'inverse, des agences qui sont implantées par exemple à La Rochelle, à Rochefort ou à Saintes, mais dont la zone d'activité est sur l'ensemble de Poitou-Charentes. Voilà, mais installés physiquement en Charente-Maritime, environ 350 agents. Et combien de corps de métier représentés ? Quelques exemples ? Ah ben alors là, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des gens qui gèrent de la relation clientèle, vous avez des gens qui font des travaux sous tension, vous avez des gens qui font des études d'ingénierie pour construire les réseaux, vous avez des gens qui pilotent les entreprises qui construisent les réseaux, vous avez... Alors pardon, mais j'ai pas compté le nombre de métiers, mais sans doute parce que c'est impressionnant. D'accord. Rentrons un petit peu plus dans les détails des missions d'Enedis. Vous allez jusqu'où ? Parce que donc vous partez du réseau de production à la sortie, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, et vous allez jusqu'à quoi ? Jusqu'au compteur électrique chez le particulier, c'est ça ? Absolument. Absolument. La limite de notre intervention, c'est le compteur, précisément. Après, c'est ce qu'on appelle l'installation intérieure, et là, c'est du domaine des électriciens. Bien. Alors, quel est notre métier ? Quelles sont nos fonctions ? Bon, d'abord, on construit le réseau, on l'exploite, on le maintient, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il soit en mesure en permanence d'assurer la mission qui est la sienne. On conduit et on pilote le réseau. Alors, ça veut dire quoi ? Ça peut paraître un peu nébuleux. Le réseau, imaginez une toile d'araignée, eh bien c'est le réseau d'électricité. Bien. D'accord. Et donc piloter le réseau, c'est, dans le cas de travaux de maintenance, dans le cas d'un incident, c'est faire en sorte que lorsque l'électricité ne peut pas passer par un réseau, qu'il passe par un autre. Car notre objectif, c'est en permanence de l'électricité chez tous les Charentais-Maritimes. Donc, évidemment, il faut qu'on intervienne sur le réseau. Il y a parfois, évidemment, des réseaux, le zéro défaut des incidents. Le zéro défaut n'existe pas. Et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'électricité arrive chez nos clients. C'est ça, piloter le réseau. Alors, pardonnez-moi, parce qu'il y a d'autres fonctions qui sont très importantes. Évidemment, on assure le dépannage 24 heures sur 24. Et il y a deux fonctions qui sont extrêmement importantes. C'est le raccordement des clients. C'est-à-dire que quel que soit le fournisseur dont on parlait tout à l'heure et que vous allez choisir, c'est Enedis qui raccorde les clients. Et peut-être en parlera-t-on tout à l'heure, mais quand on parle de raccorder un client, on imagine celui qui construit sa maison et qui veut de l'électricité.
et on raccorde aussi ceux qui produisent de l'électricité, puisque tout cela transite par le réseau. Et puis une autre fonction extrêmement importante, c'est nous qui assurons le comptage des consommations et des productions d'électricité et qui donnons aux fournisseurs les index, les quantités que nous avons relevées, pour que ces fournisseurs puissent ensuite établir les factures que vous recevez. Beaucoup de fonctions, beaucoup de métiers. Est-ce que vous avez vos propres centres de formation chez Enedis ? Comment ça marche ? Alors, on fait un certain nombre de formations en interne, et notamment des formations qui sont extrêmement pointues sur les travaux sous tension ou des choses qu'on a du mal à trouver ailleurs. Sinon, on fait aussi appel à des organismes extérieurs pour la formation. Est-ce qu'il y a un rapport peut-être avec le CIPECMA que vous pilotez aussi ou pas du tout ? Il n'y a pas de conflit d'intérêt si c'est Non, votre c'est question. pas du tout ça, pas du tout ça. Je cherchais pas du tout ça. Non, mais Le CIPECMA est positionné sur un certain nombre de formations qui ne correspondent pas aux métiers qui besoins sont exercés chez Enedis. D'accord. Des recrutements. Est-ce que vous avez un problème de recrutement, comme dans beaucoup de domaines d'activité, ou est-ce que, non, en fin de compte, les candidats sont bien là, ou alors est-ce que vous êtes depuis le Covid, on va dire, est-ce que ça peine à rentrer chez vous ? Bon, je ne parlerai pas de problème, mais évidemment, Enedis n'échappe pas à la situation économique dans laquelle nous vivons, avec les difficultés de recrutement. Et sur un certain nombre de métiers, effectivement, on peut avoir quelques difficultés. Mais le lien entre vos deux questions, la question de la formation et la question du recrutement, c'est l'alternance. Et nous avons une trentaine en permanence d'alternants. Donc des étudiants, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Qui viennent, que nous prenons chaque année dans toutes sortes de métiers. C'est un bon vivier de recrutement. C'est aussi une façon pour Enedis de participer aux besoins de recrutement de toute la filière. Nous avons une taille, un volume qui permet de prendre un nombre significatif d'alternants. Il y a des petites entreprises qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Et donc, sur le volume d'alternants que nous prenons, et sous réserve naturellement qu'ils aient le diplôme et que l'alternance se soit bien passée, nous en embauchons un certain nombre. Et d'autres sont rapidement embauchés par d'autres entreprises de la filière. Donc c'est un bon tremplin en fait. C'est un excellent tremplin. Et c'est un excellent tremplin pour tout le monde. C'est un excellent tremplin pour les entreprises parce que là, ce sont des gens qui sont formés et qui directement peuvent apporter un service à l'entreprise. Excellent tremplin aussi pour des jeunes qui cherchent leur voie et qui cherchent un emploi. Le temps de recherche d'un emploi pour un alternant, quel qu'il soit d'ailleurs, est extrêmement réduit. Est-ce qu'on peut dire qu'Enedis attire en fait ? Oui, bien sûr, oui. Enedis attire pour plusieurs raisons. On y gagne bien sa vie chez Enedis ? On y gagne correctement sa vie. Le salaire médian, c'est quoi à peu près ? Alors là, vous me posez une colle. Là, je dois dire que j'avais préparé beaucoup de questions, et celle-là, et je vous prie de m'excuser, mais non, je n'ai pas... Mais Enedis attire. Enedis attire, mais pas seulement pour des raisons financières, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et notamment, il y a des gens qui sont passionnés par le service public et qui considèrent que nous avons un rôle à jouer dans notre société, et que ce rôle-là, on peut le jouer en entrant à Enedis. Encore plus en ce moment. Sans doute. On en parlera après. Est-ce qu'on fait toute sa carrière chez Enedis ? C'est possible. Est-ce que vous avez constaté que les gens, en fait, restent et puis ils n'ont pas envie de partir ? Alors, ça, ou pas alors là, vous me donnez 2 heures, là, parce que... Non. Mais, en réalité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Enedis n'échappe pas à la société dans laquelle nous vivons. Et donc, il y a eu, dans les années précédentes, des gens qui ont fait effectivement carrière à Enedis. Aujourd'hui, les jeunes qui entrent ont envie d'expériences différentes. Et donc, la tendance qu'on voit se dégager, pas spéciale à Enedis d'ailleurs, dans l'ensemble de l'économie française, la tendance qu'on voit se dégager est plutôt une volonté de multiplier les expériences et du coup, de ne pas être forcément fidèle à une entreprise toute sa vie. C'est difficile ça pour une entreprise, oui. De dire, on forme quelqu'un, Et vous avez raison. On lui apprend des choses et... Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, hop, il disparaît. Vous avez parfaitement raison. Et alors c'est vrai pour Enedis, c'est vrai pour d'autres entreprises, mais particulièrement pour Enedis parce que nous avons des métiers spécifiques. Quand on embauche quelqu'un, on investit évidemment beaucoup, notamment en formation.
Et il se peut que cet investissement ne trouve pas un retour sur un nombre d'années suffisant. Oui, c'est une difficulté. Encore une fois, c'est une difficulté de toutes les entreprises. J'imagine que chez Enedis, on peut progresser dans sa carrière, si on reste, bien évidemment. Oui. On passe d'un poste à un autre et évoluer et monter dans la hiérarchie. Ça fonctionne, ça? Oui, ça fonctionne. Oui, bien sûr, ça fonctionne. Alors après, il y a quelques petites conditions. Naturellement, il faut donner satisfaction dans le métier dans lequel on exerce. Puis il faut être un petit peu mobile. Parce que, évidemment, quand on est mobile, eh bien, il y a des perspectives de carrière qui s'ouvrent, alors que si vous souhaitez rester toute votre vie au même endroit, évidemment, les offres sont plus limitées. Alors, dans ce que je dis d'ailleurs, c'est simplement pour exprimer un fonctionnement, mais ce n'est pas un jugement de valeur. On peut concevoir sa vie de nomade, en quelque sorte, ou de totalement sédentaire. Mais évidemment, quand on est dans une entreprise comme Enedis, si on est un petit peu mobile, on peut avoir des perspectives de carrière une belle qui carrière. s'ouvrent. Oui, absolument. Bah, comme vous, en fait, vous avez été énormément mobile, parce que vous avez traversé toute la France. Oui, absolument. On va passer au sacré compteur Linky. Alors bon, on va pas revenir sacré au sens de la sacralisation. Bien sûr, tout à fait. On va pas revenir sur toutes les histoires possibles et mais imaginables. si, revenons-y. D'accord, si vous voulez. Revenons-y pour dire qu'aujourd'hui, sur le département de la Charente-Maritime, 97% des foyers sont équipés d'un compteur Linky. Bon, donc évidemment, tout changement et un changement d'importance. En France, on changeait 36 millions de compteurs. Alors, évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Et donc, ça peut susciter des questions, des inquiétudes. Bon, nous avons répondu à toutes ces questions. Nous avons répondu à toutes ces inquiétudes. Dans le département de la Charente-Maritime, on est à 497 000 compteurs posés et tout se passe bien. Donc, passons à la suite. Et la suite, c'est quoi ? C'est quoi la suite alors ? Voilà, la suite, c'est quoi ? La suite, et d'ailleurs, c'est aussi un sujet d'actualité. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est des services nouveaux offerts aux clients. On y reviendra dans grâce un au compteur Linky. Grâce au compteur Linky. Et c'est un approfondissement de l'efficacité de la distribution en France. Je vais prendre des exemples sur les deux registres. Nous sommes en mesure... D'abord, jusqu'à présent, nous dépensons par an 51 millions d'euros en investissement sur le réseau de distribution publique en Charente-Maritime. 51 millions d'euros. Ça comprend tout. Et de façon... C'est-à-dire ça va du poteau au câble, aux installations alors Linky. plus beaucoup de poteaux, parce que oui, maintenant vous en on enfouit les réseaux. Ouais. Mais 51 millions, c'est l'ensemble, effectivement, et ça comprend aussi les raccordements des Ces 51 millions, c'est à la hausse, c'est à la baisse par rapport aux autres années ? Tendanciellement, c'est plutôt à la hausse. Quand je suis arrivé en Charente-Maritime, on dépensait en gros 40 millions, on est à 51 en 2021. Donc plus 20%. Et même chose pour 2022, donc on est plutôt sur une tendance à la hausse. Et globalement, d'ailleurs, Enedis annonce au plan national une tendance plutôt à la hausse des investissements pour des raisons sur lesquelles on reviendra sans doute tout à l'heure, et liées notamment à la transition écologique. Si je reviens à Linky, ces 51 millions d'euros, ce qu'il est important pour Enedis comme pour n'importe quelle entreprise, c'est de savoir où on va les investir efficacement. Bien. Linky nous apporte toutes sortes d'informations, alors pas des informations sur la vie des gens, mais des informations sur le comportement du réseau, qui nous permettent de cibler davantage les investissements. Je vais prendre un deuxième exemple. Pardon pour le jargon. Parfois, il y a sur le réseau ce qu'on appelle une rupture de neutre. C'est-à-dire que le câble de neutre est rompu. Et quand le câble de neutre est rompu, ça crée des difficultés, des dysfonctionnements sur les installations des particuliers. Ça grille le micro-ondes ou la télé ou autre. Aujourd'hui, avec Linky, on est capable de détecter les signes avant-coureurs d'une rupture de neutre et donc d'intervenir sur le réseau avant même que le dysfonctionnement ne se produise. Alors évidemment, c'est quasiment secret, et de fait, c'est pas parce qu'on garde secret, mais c'est pas visible. C'est un peu futuriste tout ça. C'est pas visible. Ah non, c'est pas futuriste, c'est aujourd'hui. Bah oui, non, mais on a du mal à comprendre comment ça peut fonctionner. Eh bien, parce qu'une rupture de neutre, en fonction d'un certain nombre d'indications... Parce que là, vous détectez la panne avant la panne. Absolument.
c'est exactement vous faites du Minority Report. Je ne sais pas si vous connaissez le film. Écoutez, on prévenait le crime avant qu'il ne se produise. Là, écoutez, là, on évite le crime de dégâts sur des installations intérieures. Bien. Phénomène que les téléspectateurs vont bien comprendre. À certains moments, vous observez des micro-coupures ou des chutes de tension. Vous voyez que la lumière papillonne un peu. Bon. Jusqu'à quelques années, il fallait qu'on mette des instruments sur le réseau, qu'on comprenne, et ça durait très, très longtemps. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin que les clients nous disent il y a un petit souci sur le réseau. Quand on regarde les restitutions du comportement du réseau par le compteur Linky, on observe des chutes de tension, etc. Et on prend des mesures immédiates. Mesures techniques simples. On va changer le raccordement d'un client de phase. Et du coup, par cette intervention simple, rapide, le problème est réglé avant même que le client n'ait souligné le sujet. Donc vous voyez bien que grâce à ces nouveaux outils et aux nouvelles fonctionnalités de ces outils, nous apportons un service de meilleure qualité encore à l'ensemble des clients. Le client lui-même. Et parlons de l'actualité. Si vous ouvrez un compte Linky, alors un compte Linky, c'est simple, vous allez sur Internet, vous allez sur Enedis, vous prenez le lien Linky, vous munissez de votre facture pour avoir les éléments dont vous avez besoin, votre numéro de client, votre numéro de compteur, vous entrez tout cela et vous mettez, comme si vous le faisiez pour votre banque, un code confidentiel. Donc, il n'y a que vous qui avez accès à ces informations. Et vous pouvez aller chercher des informations chaque fois que vous voulez. Et vous allez avoir votre courbe de charge, vous allez avoir votre consommation. Pourquoi c'est important ? Vous allez dire, je sais bien ce que je fais, je sais bien comment je consomme, je vois bien ma facture quand elle arrive. Oui, on voit sa facture quand elle arrive. Et c'est là qu'on se dit, je consomme un peu beaucoup. Bien. Et la courbe de charge, personne ne le sait. C'est quoi la courbe de charge ? Je vous avais préparé ça. Très bien. Ça, c'est pour le sujet d'après, c'est pour la question du passage de l'hiver. Mais tout client a à sa propre échelle une courbe de charge comme ça. Donc ça veut dire sur quoi ? son espace Internet, il a cette courbe-là. Absolument. Et ça veut... Voilà, c'est l'appel de puissance. Bien. Et quand on regarde ça, on prend conscience d'un certain nombre de comportements qu'on a depuis des années. Je vais en prendre un, simple, et qui est un comportement où certains se reconnaîtront, peut-être, mais c'est un comportement classique en France. On rentre déjeuner à midi, et puis en sortant de table, et avant de reprendre ses activités, on met le sèche-linge, le lave-linge et le lave-vaisselle. Bien. Ça conduit à ça. C'est-à-dire un pic de puissance. Et alors que, dont on n'a pas conscience, parce qu'on le fait par habitude. Quand on regarde cette courbe-là, on se dit, mais pourquoi ça ? Et donc on s'interroge, et on se dit, mais si le lave-vaisselle, je le déclenche en sortant de table, que le soir, je mets mon lave-linge, et que dans la nuit, je programme mon sèche-linge, à ce moment-là, je vais lisser ma courbe de charge. Pourquoi c'est important ? Et pourquoi c'est important particulièrement en ce moment ? Parce que lorsque vous avez un contrat avec un fournisseur d'électricité, vous avez plusieurs composantes, dont l'abonnement et la consommation d'électricité. L'abonnement, il est en fonction de la puissance de votre contrat. Et dit autrement, si vous avez un contrat de 9 kg et que vous prenez conscience de cette pointe-là, et que vous lissez votre appel de puissance, vous n'aurez plus besoin à ce moment-là de 9 kg, mais peut-être de 8 ou de 7. Ça, c'est Linky qui va vous le montrer. Et donc, vous pouvez appeler votre fournisseur, baisser la puissance, et donc vous allez faire une économie. Sur l'abonnement. Alors, justement, Linky, on a commencé à les installer depuis combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Depuis 5 ans. Alors, depuis 5 ans, est-ce que vous avez observé au travers de ces courbes un changement de comportement des gens qui sont équipés de Linky, c'est-à-dire qui ont regardé la courbe sur leur espace Internet, on dit, là, non, il ne faut pas déclencher la vaisselle, comme vous dites. Est-ce que ce comportement a changé en 5 ans ? On commence. Alors,
Ou c'est trop court peut-être encore comme délai. Oui, alors c'est un peu court, d'autant qu'il y a eu une part d'inertie. Hein, oui. Et aujourd'hui, par exemple, l'actualité fait que les gens s'interrogent davantage et souscrivent les comptes Linky pour avoir les informations. Mais progressivement, et également tout ce qui est autour de la transition écologique, et cette prise de conscience que l'électricité est un bien précieux et qu'il faut faire un petit peu attention, fait que progressivement on observe des modifications. Donc vous voyez des modifications du comportement. Oui. D'accord. Juste pour finir sur les compteurs Alors, Linky. Excusez-moi, simplement, parce que sur ce qu'on vient d'évoquer, la courbe de charge, c'est l'exemple typique où on voit sur le même sujet l'intérêt collectif et l'intérêt particulier. Parce que lorsque j'évoquais l'idée que sur sa facture, on peut avoir un lien direct quand on baisse son abonnement parce qu'on baisse la puissance, mais le cumul de ces baisses de puissance pour tous les clients qui font désormais attention à la courbe de charge, eh bien, ça va aussi lisser globalement la courbe de charge française et peut-être nous permettre de passer les heures difficiles de l'hiver. Pour finir donc sur le compteur Linky, vous nous assurez que les données qui sont collectées qui vous sont envoyées en fait par le compteur Linky sont anonymes, ne peuvent pas servir à autre chose que, par exemple, de savoir si on consomme trop ou pas assez, etc. Vous le certifiez, ça? Parce que ça a été la grosse question à un moment donné, au-delà de des problèmes de santé éventuels. Oui. Mais c'est surtout les données, parce qu'on sait que les données informatiques sont facilement craquables aujourd'hui. Sur la première partie de votre question, les données sont-elles confidentielles? La réponse est oui. Et le système est suffisamment sécurisé et suffisamment surveillé par l'ANSSI, par exemple, qui fait des audits tous les 6 mois chez Enedis pour s'assurer que tout cela est bien... oui, effectivement, je peux vous l'assurer. Après, il y a la deuxième partie de votre question qui est tout aussi intéressante, qui ne revient pas d'ailleurs sur la confidentialité et le secret des données, mais on édite des profils types de consommation. Hein. Une famille de 4 personnes qui est dans un pavillon chauffé à l'électricité et qui est en Charente-Maritime, voilà son profil type de consommation. Quand vous allez chercher les éléments sur votre compte rattaché à votre compteur Linky, vous pouvez comparer ce profil type avec votre propre consommation et vous dire bon, finalement, je suis dans la moyenne, ou alors je suis très bon élève, ou au contraire, comment se fait-il que les autres arrivent à consommer moins et pas moins? Donc, il faut que je réfléchisse. Naturellement, toutes ces informations sont confidentielles. Peut-être qu'on verra un jour un palmarès des meilleurs consommateurs. Non, parce que ça serait plus confidentiel, donc on ne va pas le faire. On en parlait tout à l'heure, l'effacement des lignes. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, notamment pour l'environnement, visuel en tous les cas, dans les villages et dans les villes. On en parle j'ai le sentiment qu'on en parle de moins en moins, cet effacement de lignes. Est-ce que ça se poursuit? À quel rythme? Est-ce que vous avez baissé en charge ou pas? Bien. Alors, d'abord, le réseau de distribution d'électricité en Charente-Maritime, c'est 21 000 km. Bien. Qui est composé de moyenne tension et de basse tension. Le taux d'enfouissement sur le département est de 52%. Donc, depuis maintenant 2 ans, on a passé le cap de la moitié des réseaux enfouis. Alors, c'est le stock. Mais pourquoi on arrive à progressivement sous 2 effets? Le premier effet, c'est que toutes les nouvelles constructions de lignes en moyenne tension ou en basse tension sont en technique discrète. Alors, ça veut dire quoi technique discrète? Ça veut dire enfouie en général, mais parfois ça peut être en réseau sur façade sous la toiture, hein, notamment en centre-ville où les travaux d'abord souterrains sont complexes et où parfois le sous-sol est extrêmement encombré. On est plutôt sur les façades sous les toitures. Mais tous les réseaux désormais neufs sont enfouis. C'est le cas du poste source à l'Aubrecey, par exemple. C'est le cas du poste source de l'Aubrecey, où vous observez d'ailleurs que toutes les lignes construites
sont en souterrain. En gros, on a construit 25 km de lignes et nous avons restructuré le secteur. Et dans tout le secteur de l'Aubrecey, Marcilly, Nieul, Saint-Sandre, puis le Boreau, on enfouit 18 km de lignes. Dit autrement, nous avons davantage de lignes, un poste supplémentaire et un paysage dégagé. Et même RTE a fait sa liaison entre Beaulieu et Saint-Sandre, l'Aubrecey, en souterrain. Qu'est-ce que deviennent les anciens poteaux? Les anciens poteaux, alors en général, ils sont recyclés, ils sont... Oui, ils sont d'ailleurs à une entreprise qui est installée sur la zone de la Palisse, et qui broie les poteaux et qui donc récupère la ferraille d'un côté et de l'autre côté les résidus de ciment qui sont en général réutilisés pour la fabrication des routes. D'accord. Vous avez parlé de 52%. Alors excusez-moi, oui. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le SDER, et si on va au bout de la question sur l'enfouissement des réseaux, vous avez évoqué le SDER. Le SDER a un programme qui est d'ailleurs abondé par Enedis, en lien avec les collectivités, pour enfouir des lignes existantes dans les centres-bourgs en général. Donc la concomitance de l'action sur le flux, plutôt Enedis, et l'action sur le stock, plutôt le SDER, conduit progressivement à un meilleur taux d'enfouissement des réseaux. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un enfouissement des lignes très haute tension, ou ça, techniquement, c'est pas possible? Alors, techniquement, c'est très compliqué. Financièrement, j'ose même pas aborder la question avec vous. Après, il faut quand même avoir présent à l'esprit que on peut comprendre que esthétiquement, les gens préfèrent ça, mais c'est pas la solution idéale. Lorsque vous avez un incident sur un réseau aérien, la détection de l'endroit où a lieu l'incident est quasiment instantanée. La détection d'un défaut sur le réseau enfoui en plein centre de La Rochelle, c'est beaucoup plus complexe. Ça fait appel à des techniques et des compétences particulières qu'il faut déplacer. Ensuite, faut casser la route. Le temps d'intervention est forcément plus long. Donc, sur l'exploitation, comme sur la qualité de distribution, dire qu'on va enfouir tout, non. Et c'est pas souhaitable. Donc, sur le réseau secondaire, vous avez évoqué 52%. On en est à 52%. À quelle date on peut imaginer qu'on soit pratiquement à 100%? Alors, je vais vous faire une réponse brutale. Pardonnez-moi, et désolé pour les téléspectateurs, mais jamais. D'accord. Jamais, parce que d'abord, encore une fois, ce que j'évoquais, c'est pas souhaitable, parce qu'il y a des endroits où il est préférable d'avoir des lignes aériennes. Il y a des lignes aériennes qui posent aucun souci nulle part, donc il n'y a pas de raison. Et puis ensuite, il faudrait plusieurs milliards pour faire ça. Bon. Donc, nous, progressivement, toutes les nouvelles lignes sont construites en souterrain. Il y a quelques lignes qui sont enfouies, mais ce serait une illusion que de dire aux téléspectateurs que tout sera enfoui. Très bien. On va passer tout de suite au pour ou contre. Je vous explique ce que c'est. Alors le pour ou contre, les téléspectateurs connaissent cette petite rubrique, cette petite chronique. C'est simple, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Vous avez quand même droit à un joker. Un seul, oui. On évite de... On peut revenir après le pour ou contre. On évite de développer sa réponse. Mais vous aurez bien évidemment la possibilité de le faire de toute façon à un moment ou un autre. Yannick ouvre les hostilités, entre guillemets. Alors, pour ou contre l'abandon du nucléaire? Joker. Ça y est. Vous l'avez utilisé, Non mais attendez, alors, vous avez fixé vos règles, j'ai fixé les miennes. Pour ou contre l'arrêt Je suis le représentant d'un grand service public français. Oui. Et donc, j'ai un devoir de réserve sur un certain nombre de sujets. Il n'y a pas de problème. Pour ou contre l'arrêt de la fabrication des moteurs thermiques, je parle pour les voitures, en 2035? C'est un projet européen, donc est-ce que vous, en tant que citoyen aussi, parce que vous êtes quand même un citoyen français, aussi directeur peut-être, mais est-ce que vous êtes pour? Plutôt pour. Plutôt pour. Pour ou contre plus d'éoliennes en Charente-Maritime, y compris offshore? Joker.
Mais j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Oui, sans problème. Pour ou contre l'uniformisation des bornes électriques, donc de recharge pour les véhicules, sur le territoire français et bien sûr en Charente-Maritime. Alors très franchement, ça ne regarde pas le distributeur Enedis, mais c'est vrai que si c'était un peu standardisé, ça serait plus facile pour l'utilisateur. Donc là, vous allez forcément répondre par un joker. Pour ou contre la construction d'une centrale nucléaire en Charente-Maritime. Joker. Alors, on revient sur les véhicules. Vous l'avez évoqué, je crois, cette année, on vous a interviewé. Pour ou contre une ZFE sur l'agglo de La Rochelle? Ah ben moi, j'ai pas... Alors, Enedis n'a pas à se prononcer là-dessus. C'est une décision politique, elle appartient aux politiques. La seule chose que nous puissions dire, c'est que nous, Enedis, nous sommes les partenaires naturels des collectivités territoriales et que nous développons toute une panoplie de services qui peut les aider ou à prendre leurs décisions, et notamment par la fourniture d'un certain nombre d'informations sur le fonctionnement du réseau, sur le développement de l'électricité, la consommation d'électricité, etc. Et puis des études qui peuvent être faites sur l'impact d'une décision politique sur le réseau. Par exemple, des études qui conduisent à expliquer que si on veut développer des énergies renouvelables, eh bien, le réseau est immédiatement prêt à tel endroit, qu'à tel autre, il faudra investir. Ou une collectivité qui, par exemple, dit je veux développer une infrastructure de recharge de véhicules électriques très importante, eh bien, nous allons faire une étude d'impact sur le réseau pour que la collectivité puisse savoir que c'est possible immédiatement, que c'est possible avec un délai, etc. Donc, évidemment, les décisions politiques reviennent aux politiques. Enedis est là pour les accompagner à la fois sur l'examen de la décision et pour l'examen de la décision et puis l'application ensuite de la décision. Il en reste 4. Après, c'est fini. Pour ou contre le redémarrage des centrales à charbon? Joker. Ah oui, là, je suis désolé, mais vous me posez beaucoup de questions sur lesquelles mon devoir de réserve m'impose. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Pour ou contre l'extinction des candélabres du pont de l'île Dorée? Et d'Oléron. Et d'Oléron la nuit, j'entends. Décision politique sur laquelle Enedis n'a rien à dire. Ça va être pareil. Pour ou contre les grandes villes plongées dans le noir de 23h à 6h du matin? Ok. Et la dernière, je pense qu'on n'aura pas de réponse non plus. Pour ou contre la nationalisation d'EDF, qui est votre maison mère, puisque... Décision politique. Je reviens simplement sur un point, Hervé Hugo. On a parlé véhicules électriques. Quel est le pourcentage du parc de véhicules électriques chez vous, à Enedis Charente-Maritime? Il est de l'ordre de 15%. On est plus sur des petits véhicules, c'est ça? Pour le moment, oui, parce que l'offre de véhicules ne correspond pas tout à fait à nos besoins. Enfin, tout à fait dans certains besoins. Il n'y a pas de véhicules lourds, par exemple, de nacelles ou de choses comme ça. En revanche, les véhicules légers, comme les véhicules des petites interventions ou les véhicules de liaison, sont davantage électrifiés. Il y a une politique d'électrification de notre parc, oui. Selon vous, avec le parc que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la fourniture d'électricité, si demain tout le monde passait à l'électrique, est-ce que ça tiendrait? Alors ça, c'est une... Là, du coup, je ne sors pas mon joker, parce que ça, c'est une question de fond qui est extrêmement importante et intéressante. Et si vous me permettez, je ne veux pas me mettre à votre place, mais je vais élargir la question. Allez-y. Parce qu'en réalité, sur le véhicule électrique, il y a deux sujets. Il y a le sujet des volumes d'électricité consommés, et il y a aussi la question de l'infrastructure de recharge. Bien. Sur la question des volumes, effectivement, on me pose souvent la question, par rapport à l'actualité, on me pose souvent la question en disant est-ce que c'est bien raisonnable de développer les véhicules électriques alors qu'on nous dit que cet hiver, on va avoir du mal Parce que ça n'a pas grand-chose à voir, si je peux me permettre. Éclairez-nous. Et oui. Si vous observez le comportement que nous avons collectivement avec notre véhicule à moteur thermique, que faisons-nous? Si on est très prudent, on attend d'arriver dans le rouge pour aller à la pompe. Si on n'est pas prudent, on attend que ça s'allume et on va à la pompe. Mais dans les deux cas de figure, en fait, on attend d'avoir consommé la quasi-totalité du réservoir pour pouvoir faire le plein. Le véhicule électrique, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vous recharger chaque fois que vous pouvez. Et notamment, vous faites... alors, la plupart des gens, sauf quand vous partez en vacances, mais la plupart des gens font un nombre limité de kilomètres dans la journée. Tout à fait compatible
avec l'utilisation d'un véhicule électrique. Quand vous rentrez chez vous avec un véhicule électrique, le réflexe à avoir, que la jauge soit en bas ou qu'elle soit au-dessus, le réflexe à avoir, un peu comme votre téléphone portable, vous le branchez. Et si vous le branchez en revenant le soir, je sais pas, vous revenez à 20h, vous le branchez, ça fonctionne gentiment la nuit. C'est l'équivalent d'une puissance d'un chauffe-eau. C'est à un moment où finalement la production n'a pas de difficulté, et donc vous repartez le lendemain matin, votre véhicule à nouveau est sur la totalité de sa capacité. Par conséquent, vous voyez que les questions de volume ou de cycle de fonctionnement des véhicules électriques n'a pas d'incidence sur l'actualité que nous vivons. En revanche, et là je vais revenir à Enedis, le grand défi qu'il y a devant nous, c'est l'infrastructure de recharge. Bien. Alors, nous, naturellement, on va rester dans notre domaine, dans notre métier. L'infrastructure de recharge, pour nous, c'est le développement des réseaux et c'est les raccordements des bornes. Les bornes elles-mêmes, ce n'est pas nous qui les installons. Ça peut être les collectivités, ça peut être des opérateurs. Mais il faut que nous accompagnions Ça ne sera jamais la mission d'Enedis de mettre des bornes en place? Pas à notre connaissance. Non, ça ne fait pas partie du réseau de distribution. Mais le grand défi, c'est ça. C'est que j'évoque dans mon exemple une situation simple. C'est-à-dire que vous avez une maison, un pavillon, vous rentrez, vous avez un garage ou une petite cour, vous rentrez dedans, vous branchez. Mais il y a quantité de gens qui habitent en collectif. Donc comment traite-t-on la question des raccordements collectifs pour pouvoir brancher son véhicule électrique? Il y a des gens qui habitent en centre-ville et dont la voiture est stationnée le long du trottoir sur la voie publique. Bien, comment traite-t-on la question de la recharge de ces véhicules-là? Donc, c'est en réalité un travail qui est conduit entre les collectivités, les organismes HLM, par exemple, les lotisseurs, etc., et Enedis, pour envisager la recharge de ces véhicules. Et donc, le défi, il est davantage là que sur les volumes de consommation. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un promoteur lance un projet immobilier tel qu'il soit, il y a une discussion qui s'engage avec vous pour voir comment on peut créer des postes de recharge pour les véhicules? Alors, d'abord, lorsqu'il y a une construction, que ce soit un lotissement ou un immeuble, aujourd'hui, et la réglementation est en train d'évoluer, il y a des obligations pour installer des bornes électriques. Et donc, nous, on prend la demande de ce promoteur ou de la collectivité dans le cadre global de la puissance à installer, comme on le ferait si vous voulez, sur un lotissement ou sur un immeuble. Ce sont quelques points de raccordement supplémentaires, mais ça ne change pas fondamentalement le dossier. En revanche, le défi qui est devant nous, c'est plutôt sur l'existant, et notamment dans les centres-villes. Dans les centres-villes. Si vous le voulez, on va rentrer dans le dur du sujet. En tous les cas, ce qui préoccupe déjà les Français, les Charentais-Maritimes, c'est cet hiver, c'est la consommation électrique, c'est le chauffage, c'est toutes ces choses-là. Juste avant, je voulais savoir, est-ce que la crise internationale impacte aujourd'hui Enedis, à proprement dit, en termes de fournisseurs, en termes de matières premières, en termes de matériaux? Est-ce que, comme d'autres sociétés, vous avez des problèmes d'approvisionnement et vous vous dites... on peut parler des composants électroniques, par exemple, qui interviennent dans Linky ou dans d'autres... Ou pas du tout, est-ce que c'est... Alors, à la réponse générique, à la question particulière, c'est différent, mais à la question générique que vous avez posée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes dans un contexte économique qui est le même pour toutes les entreprises. D'accord. Et effectivement, on a des difficultés d'approvisionnement sur certains matériels, sur les postes de transformation, par exemple, qui est un outil essentiel pour Enedis, avec des délais qui s'allongent. Je profite de l'occasion pour dire combien je suis désolé que les délais de raccordement puissent, dans certains cas, s'allonger, parce que nous avons des difficultés avec la fourniture des transformateurs. En revanche, ce n'est pas tellement les composants électroniques qui nous dérangent, mais les transformateurs, c'est le point le plus complexe en matière d'approvisionnement aujourd'hui, oui. J'ai une question très importante, je pense que tout le monde va tendre l'oreille. Les Charentais-Maritimes auront-ils des coupures de courant cet hiver? C'est possible. C'est triste.
C'est possible. Et si vous voulez, et vous m'interrompez chaque fois que mon propos n'est pas clair, et on va essayer d'expliquer ce qui se passe. Bon, pourquoi d'abord Pourquoi y aurait-il des possibles coupures cet hiver? Il y a 3 facteurs importants qui entrent en ligne de compte. Il y a la crise en Ukraine. Alors, la crise en Ukraine, on dit, mais en France, l'électricité n'est pas fabriquée avec du gaz, donc pourquoi la crise en Ukraine a-t-elle un impact? Tout simplement qu'en hiver, les échanges internationaux d'électricité dans un système totalement interconnecté sont plus forts. Les échanges internationaux sont très forts, particulièrement avec l'Allemagne, et l'Allemagne qui produit beaucoup d'électricité avec du gaz, et l'Allemagne qui annonce que les volumes qu'elle pourra mettre à la disposition de la France, compte tenu de cette situation, seront moins élevés. Donc, première raison. Deuxième raison, une moindre disponibilité du parc nucléaire, pour des raisons qui sont liées à un défaut de corrosion qui a été observé et qui nécessite ou des réparations ou des investigations sur des installations de même nature, et aussi, de façon un peu glissante, le reste de la crise Covid, où des opérations de maintenance ont dû être décalées et se produisent maintenant. Il y a un troisième effet, directement lié d'ailleurs au changement climatique, c'est la sécheresse, qui n'a pas permis de remplir les barrages autant que nous avions l'habitude de les avoir, et donc qui obère les capacités de production hydraulique. Alors, RTE, qui a, comme je l'évoquais tout à l'heure, la responsabilité de l'équilibre entre ce qui est injecté d'un côté et consommé de l'autre. Pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais l'électricité ne se stocke pas. Et le moindre déséquilibre fait, pardon pour cette image, disjoncter l'Europe. Le système étant interconnecté, ce qu'il faut que nous évitions, c'est évoqué par les pouvoirs publics sous un autre nom, le blackout. Et le blackout a cette particularité qu'il n'est pas annoncé, il est soudain. On ne sait pas à quel moment on va pouvoir réalimenter. En tout cas, ça durera de longues heures. Et en dernier lieu, tout le monde est dans la même configuration et il y a une absence totale de maîtrise et donc les hôpitaux sont coupés, etc. C'est ça, on parle là des particuliers comme des entreprises ou des... Là, c'est le blackout. C'est le blackout, ok. Mais justement, notre métier à RTE et à nous, à Enedis, c'est d'éviter tout cela. Donc, nous allons procéder à plusieurs éléments. Il y a des industriels qui vont s'effacer. Nous pourrions baisser la tension de 5%. Alors, vous verrez... Ça aurait une influence sur le fonctionnement ? Baisse. Vous verrez une toute petite baisse. Ça peut avoir une incidence pour les industriels que nous prévenons pour qu'ils règlent leur mais pour le particulier particulier pour avoir une toute petite baisse. Est-ce que son ordinateur fonctionnera toujours correctement ? Oui. Ce qu'il pourra avoir, c'est peut-être une toute petite baisse d'intensité de sa lumière, mais en dehors de ça... Et puis, le dernier rideau, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle les coupures maîtrisées, localisées et tournantes. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous serions en mesure de couper des clients sur une durée de 2 heures maximum, en les ayant prévenus préalablement. Par quel système ? Alors, J-3. Alors d'abord, aujourd'hui, vous pouvez consulter, par exemple, le site Mon EcoWatt, qui est un site extrêmement bien fait, et qui, à l'image de la météo, indique les jours verts, orange et rouge. Donc ça, c'est un site du gouvernement ? C'est un site de RTE avec l'ADEME. D'accord. Voilà, donc c'est un site officiel fiable. Vous pouvez aller le consulter. Et si vous le consultez, vous allez voir la couleur des jours, dont les perspectives sur les jours qui arrivent. Si vous y allez tout de suite, vous allez voir que c'est en vert. Vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire à une notification
qui vous préviendra. Une application téléphonique, c'est ça, à télécharger? Une notification. D'accord. Donc vous aurez, comme vous voudrez, vous le programmez sur votre mail ou votre téléphone portable et vous aurez une notification. Attention, jour orange ou jour rouge demain. Et puis il y a un troisième élément très très important qui est les conseils de sobriété pour éviter que nous arrivions à cette situation. RTE annonce que dans ses prévisions, que les risques sont plutôt en janvier pour le moment. Bien. Ensuite, pour répondre à votre question, à J-3, les pouvoirs publics et RTE vont communiquer en annonçant une possible coupure qui pourrait intervenir 3 jours après. À ce moment-là, Enedis va informer les entreprises, va informer les collectivités territoriales pour qu'elles prennent des dispositions sur leur propre patrimoine, les PHRV, en français dans le texte, les patients à haut risque vital, c'est-à-dire des gens qui ont des soins particuliers et qui sont référencés sur une liste de l'ARS que nous allons prévenir de façon particulière. Contrairement à ce qui a été indiqué hier, ce ne sont pas des clients prioritaires, mais qui font l'objet d'une communication tout à fait particulière. Et notamment à l'égard de ces patients à haut risque vital, nous avons vérifié avec l'ARS que les listes sont à jour ces dernières semaines. Nous avons pris contact avec tous les patients à haut risque vital pour s'assurer que les coordonnées que nous avons sont les bonnes. Et en dernier lieu, si un patient à haut risque vital, sur les 3 messages que nous lui enverrons à J-3, J-2 et J-1 ne répondait pas, nous enverrions dans ce cas-là un agent pour s'assurer que l'information a bien été reçue par le patient à haut risque vital. Ensuite, on passe à J-1. J-1, aux alentours de 17h, nous serons en mesure d'indiquer que des coupures auront lieu. Là, cette fois-ci, c'est verrouillé. C'est quasiment certain. Et là, de nouveau, nous développons le dispositif d'information auprès des collectivités locales, auxquelles on indique quels sont les quartiers qui seront concernés, parce que ce n'est pas une coupure sur la totalité, mais c'est en fonction du besoin d'équilibre, et donc certains quartiers, et pas la totalité de la commune, ni a fortiori du département. Nous prenons contact toujours par SMS et mail avec les entreprises, mais cette fois-là seulement celles qui sont concernées par les quartiers qui pourront être coupés. Et naturellement, les PHRV seulement pour ceux dont les quartiers seront coupés. Le lendemain, les coupures pourront avoir lieu. Alors je reprends, mon petit schéma, mais entre 8h et 13h, ce qui correspond au plateau d'appel de puissance majeur, ou entre 18 et 20h, qui est le pic de consommation. Pourquoi 18-20 heures un pic de consommation? L'industrie n'a pas encore arrêté, les transports sont à fond, et les gens commencent à rentrer chez eux, donc ils allument la lumière. Il y a de la lumière dans toutes les chambres parce qu'il y a les devoirs des enfants, il y a les bains des enfants, il y a la cuisine qui commence à se mettre en route, etc. Donc on a un pic à ce moment-là. Un client qui serait coupé ne sera coupé que 2 heures. Alors pour prendre un exemple... Par jour. Ah, si ça devait se répéter. Et seulement dans ces périodes. Dans ces 2 pics-là, alors, oui. Un exemple. Imaginons que RTE dise à Enedis, nous avons besoin de puissance pour assurer l'équilibre entre 8h et 10h30. Eh bien, on va délester un certain nombre de clients entre 8h et 10h, et on va relester ces clients-là, et on va faire appel à d'autres clients qui, eux, seront délestés une demi-heure. Mais chaque client n'est pas délesté plus de 2 heures. Alors évidemment, à la différence de ce que j'évoquais tout à l'heure, évidemment, il y a des clients ou des installations vitales qui ne seront pas coupées. Évidemment, l'hôpital ne va pas être coupé, les cliniques ne vont pas être coupées. Il y a des installations comme ça qui ont fait l'objet d'un examen
par l'ADREAL, l'ARS, sous l'autorité du préfet. Et le préfet a sorti un arrêté qui fixe les clients prioritaires. Je n'ai pas le droit de vous révéler la liste des clients prioritaires, elle est confidentielle, mais chacun sait que, si je vous donne la définition, il y a 3 définitions qui sont issues d'un arrêté de l'État de 1990 qui dit « Les établissements dont la coupure d'électricité présenterait des risques pour la vie », donc on voit bien que les hôpitaux sont dans le coup, les signalisations indispensables à la sécurité, par exemple la circulation aérienne ou, pour ce qui concerne notre département, les phares et balises. Et le 3e élément, c'est les industries qui sont en lien avec les intérêts vitaux de la nation et notamment sur la défense. Donc ces sites-là à caractère vital ne seront pas coupés. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il s'agit de coupures maîtrisée, localisée et tournante. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. Est-ce qu'on peut imaginer de voir la zone de Beaulieu, par exemple, coupée ? On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. 2e question, en rapport avec ce que l'on peut appeler la défense, les prisons... Si vous me permettez, c'est le schéma de fonctionnement du réseau électrique qui définit en quelque sorte. Et donc, dans votre question, on ne peut pas exclure que la zone de Beaulieu soit coupée, mais on ne peut pas exclure non plus d'autres hypothèses, où une partie de la zone de Beaulieu, seulement puisque Beaulieu est alimenté par plusieurs lignes, et qu'on ne va peut-être pas forcément faire appel à la totalité des lignes qui alimentent Beaulieu. 2e question, en rapport... Alors, pas tellement avec la défense, mais plutôt avec le milieu carcéral. Les prisons ne seront pas coupées, mais depuis plusieurs mois, on assiste au tribunal judiciaire de La Rochelle au placement, de façon plus souvent, aux gens sous bracelet électronique, donc à domicile, s'il n'y a plus de courant. Il y a des batteries. Il y a des batteries qui durent. Oui, alors il faut aussi avoir présent à l'esprit une notion, je comprends bien, c'est inédit, donc je comprends bien que annoncer ça de but en blanc, on se dise, bon. Et souvent, d'ailleurs, on fait une comparaison avec un incident électrique. C'est-à-dire, comme c'est parfois, hélas, le cas en Charente-Maritime, il y a une tempête, et puis tout d'un coup, on n'a plus d'électricité. On appelle Enedis. De toute façon, on est incapable de dire « vous aurez l'électricité à tel moment ». Et de toute façon, vous n'avez pas pu prendre de mesures pour aborder sereinement, par exemple, vous n'avez pas pu recharger votre téléphone portable avant que la coupure n'intervienne. Je comprends bien que tout le monde a ça présent à l'esprit. On est dans une autre configuration. On est dans la configuration où tout est maîtrisé, prévu et annoncé. Et que la coupure ne sera pas au-delà de 2 heures. Et elle ne sera pas au-delà de 2 heures, entre 8h et 13h, entre 18 et 20h. C'est-à-dire que les autres moments de la journée ne seront pas concernés par les coupures. Par conséquent, à la différence d'un incident, on peut se préparer par exemple, un élu me disait il y a quelques jours qu'il a demandé à ses services techniques de modifier les horaires de chauffage d'un certain nombre de bâtiments, de sorte qu'ils chauffent... s'il y a une annonce de coupure, chauffe plutôt la nuit, en fin de nuit. Oui, hors de ces périodes-là, oui. Pour pouvoir bénéficier de l'inertie du bâtiment pendant une éventuelle coupure qui interviendrait entre 8h et 12h. Donc, il est possible de prévenir les choses. Après, chacun, en fonction de son activité économique, de ses activités, peut prendre les mesures qui lui appartiennent. Mais on peut préparer les choses. Et encore une fois, la coupure est de 2 heures. Ce n'est pas une coupure de toute une journée. Mais pour résumer tout ça, une situation complètement inédite. Absolument. Juste quelques précisions, parce qu'on entend beaucoup de choses, tout et n'importe quoi d'ailleurs. Est-ce que vous avez la possibilité de couper à partir des compteurs Linky ? Non. Voilà. Donc non, en fait, ce sont des zones. Le compteur Linky... Et j'ai une autre question, parce que elle est complémentaire, si vous pouviez y répondre. Les gens, on a surtout entendu, avec les compteurs Linky, ils vont pouvoir couper le ballon d'eau chaude. Non. Voilà.
Alors, oui, Bah oui, mais pourtant, ce sont des questions. C'est des vraies questions. Ah, C'est ce des sont des vraies vraies questions. Je ne vais pas. Là, pour le coup, je sors pas mon joker parce que c'est dans mon périmètre. Alors, les ballons d'eau chaude. Il y a une mesure qui a été prise par le gouvernement qui consiste à faire en sorte de neutraliser le contact de démarrage. Excusez-moi, je vais faire un peu de technique, je vais essayer d'être clair. Le contact de démarrage des chauffe-eau pendant la période des heures creuses méridiennes. Alors, il y a toutes sortes de confusions là-dessus. D'abord, c'est pas lié au compteur Linky, c'est lié au système d'ordre que nous avons qui permettent de piloter des installations à la demande des clients. Premier point. Deuxième point, élément extrêmement important à avoir présent à l'esprit, c'est pas la suppression des heures creuses méridiennes. Les heures creuses méridiennes continuent à fonctionner. C'est simplement le démarrage du chauffe-eau qui est neutralisé. Mais qui est neutralisé et reporté sur les heures de nuit. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'on n'aura pas d'eau chaude. Et puis dernier point très important, si, pour une raison ou pour une autre, et que je ne qualifie pas, quelqu'un a besoin impérativement de déclencher son ballon d'eau chaude, il pourra le mettre en marche forcée. Hein. Ce n'est pas une neutralisation du ballon. C'est simplement une mesure qui, dans le cadre de la courbe que je vous montre chaque fois, permet de réduire l'appel de puissance et de lisser. Alors ensuite, Linky n'a rien à voir avec les délestages, avec les coupures maîtrisées et tournantes. Pourquoi ? Vous voyez ce que c'est qu'un poste source, c'est ce dont parlait M. Picard tout à l'heure à Saint-Sandre. Le plus spectaculaire est celui de Beaulieu. Et vous avez des lignes moyenne tension qui partent et qui irriguent les réseaux secondaires, qui irriguent les villes, les campagnes et qui vont jusque dans les quartiers. Un délestage, c'est une coupure d'une de ces lignes. Et sur cette ligne-là, il va y avoir des clients qui peuvent être des commerçants, des industriels, un lotissement, etc. Et donc, nous, alors avec un interrupteur, en quelque sorte, ça se passe de façon informatique, mais si je schématise avec un interrupteur, on va couper toute la ligne et tous les clients qui sont dessus. Et là-dedans, il y a des clients qui ont des compteurs Linky et d'autres qui n'en ont pas. D'accord ? Dans ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a 400 lignes de cette nature en Charente-Maritime qui partent des 33 postes sources de Charente-Maritime. Eh bien, par exemple, RTE, en fonction de la puissance que RTE va nous demander, ils vont nous demander de couper 15 lignes. Ces 15 lignes seront réparties sur le département, donc de façon assez égalitaire. Hein. Alors pour une commune, évidemment, le pourcentage de coupure pourra être important. Il le sera sans doute un peu moins sur une ville comme La Rochelle, mais toutes les communes pourront être concernées. Et sur ces 400 lignes, il y en a qui sont classées prioritaires, non délestables, parce que sur ces lignes-là, il y a ces fameuses installations dont vous parliez des installations vitales comme un hôpital ou autre. Avant de vous laisser la parole pendant 2 minutes, ce sont ce qu'on appelle les 2 minutes de l'invité, est-ce que cette crise, à votre sens, alors j'espère que vous allez pouvoir y répondre, est-ce que cette crise ne révèle pas la gourmandise en énergie de la France, voire de l'Europe ? Une gourmandise comme un peu surdéveloppée, et on se dit aujourd'hui, mais en fin de compte, est-ce qu'on a besoin de consommer autant d'énergie, et est-ce qu'on ne peut pas revenir un petit peu, ce qu'on a vécu, enfin les moins de 20 ans peuvent pas le connaître, mais dans les années 70, où on a fait preuve de sobriété, voire peut-être excessive, mais sobriété, parce qu'on était confronté à un autre problème, c'était celui du pétrole. Là, on est confronté à un problème de l'énergie. Est-ce que voilà, les gens... on s'est laissé aller à consommer à outrance, et on se retrouve en se disant, en fin de compte, peut-être qu'on pourrait être plus sobre. Je pense que cette situation s'insère dans le contexte plus général du réchauffement de la planète, de la transition écologique et de l'interpellation de tout le monde sur la façon de vivre et la façon de consommer. Bien.
Et la complexité de l'électricité, c'est qu'elle a disparu de la conscience des gens. Je m'explique. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on découvre l'électricité quand il n'y en a plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, c'est idiot comme démonstration, hein, si vous voulez, mais ça démontre que vous allez rentrer chez vous tout à l'heure. Vous allez appuyer sur l'interrupteur. Il y aura de l'éclairage. Vous allez rentrer chez vous, vous oublierez qu'on s'est vu aujourd'hui, de la discussion que nous avons eue. Bon, ça ne s'éclaire pas. Vous allez dire, Huot, qu'est-ce qu'il nous a raconté? Que fait encore Enedis? Bon, etc. Mais c'est seulement là que vous allez dire, ah bah oui, sans électricité, on est un peu perdu. Bien. Et donc, il faut qu'on retrouve cette conscience de l'existence d'un certain nombre de choses. C'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour l'eau, il y a d'autres situations comme celle-là, mais peut-être que la situation que l'on vit aujourd'hui, ou qui est en perspective, nous réinterroge, nous fait reprendre conscience de l'existence de l'électricité, que l'électricité, c'est un bien précieux, qu'il faut que la production d'électricité, c'est pas forcément complètement simple, et que donc l'électricité, comme d'autres choses, doit être économisée. Oui, en effet. C'était pas vos 2 minutes, rassurez-moi. Vous avez un autre message? C'est comme vous voulez, vous savez, sur le sujet, on peut continuer tout l'après-midi. Non, mais au moins vous avez 2 minutes pour vous exprimer maintenant sur un sujet qui vous est libre ou sur lequel vous voulez qu'on revienne. Là, on vous écoute, on se tait. Voilà. C'est à vous. Oui, alors là, ça va me surprendre de ne pas être... Non, plus sérieusement, le réseau d'électricité, on l'a vu au travers de nos échanges, est l'instrument de la transition écologique. Vous avez posé un certain nombre de questions sur les énergies renouvelables, sur les véhicules électriques. Le réseau de distribution publique d'électricité est l'instrument de la transition écologique, pour plusieurs raisons. D'abord, le développement des énergies renouvelables, et quelle que soit leur puissance et quelle que soit la nature de la production, a besoin d'un réseau qui va évacuer la production et qui va faire en sorte d'irriguer l'ensemble des clients de l'électricité. De l'autre côté de la chaîne, le réseau de distribution publique d'électricité est l'instrument de la transition écologique en ce qu'il va permettre d'abord d'appliquer la nouvelle réglementation thermique, hein, et qui donne une préférence à l'électricité comme énergie dans les maisons et dans les appartements. Et nous l'avons vu sur le développement de la mobilité électrique avec des objectifs très clairs qui sont fixés par les pouvoirs publics. Et puis le troisième pan du réseau, c'est que le réseau est une tour d'observation de l'économie et permet d'obtenir un certain nombre d'indications utiles aux collectivités locales. Et là encore, le réseau public de distribution d'électricité est l'instrument de la transition écologique dans le fait qu'elle accompagne ce qu'on évoquait tout à l'heure, les collectivités territoriales, ou dans leur prise de décision, ou dans l'application de la politique qu'elles veulent développer. Et donc, je peux vous indiquer que même si l'actualité nous apporte quelques nouvelles qui posent question, je peux vous indiquer que l'ensemble d'Enedis et la totalité des agents d'Enedis sont complètement mobilisés pour que ce réseau de distribution publique soit vraiment au service des Français et de la transition écologique. Merci Hervé Huot. Merci d'avoir participé à cette émission et de surtout nous avoir répondu. Bon, il y a eu quelques jokers. Oui. Mais bon, l'important c'était de répondre sur les questions pour cet hiver, notamment, hein, sur le manque éventuel ou des coupures d'électricité. Merci beaucoup. Et puisqu'on est le 2 décembre, est-ce que vous me permettez de vous souhaiter à vous deux et à l'ensemble des téléspectateurs un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Éclairé.
Nous allons y veiller. Merci. Merci monsieur Wu. On se retrouve, merci Yannick, pardon, merci Yannick. On se retrouve la semaine prochaine. Vendredi prochain, on va continuer dans peut-être la sobriété, mais là on va aller sur le tri, le recyclage, la valorisation des déchets avec Étienne Vitré qui est le directeur de Cyclades. Voilà, c'est ceux qui ramassent vos poubelles et qui font en sorte que les rues restent propres. Merci, à la semaine prochaine, portez-vous bien et puis effectivement, joyeux Noël, joyeuses fêtes, pardon.